Est-ce que vous avez déjà entendu parler de BitTensor, ce projet Web3 et intelligence artificielle qui affole l'écosystème crypto? La hausse fulgurante de son prix laisse penser qu'elle sera parmi les leaders du prochain bull run. Et quand on regarde sa promesse, ça pourrait largement se justifier. Créer un mécanisme d'incitation pour la création d'intelligence artificielle décentralisée qui viendrait concurrencer les géants de la tech comme OpenAI. Mais prenons un peu de recul sur cette hype. La promesse de BitTensor est absolument incroyable, et s'ils la tiennent, ça pourrait révolutionner l'économie mondiale, pas simplement les cryptos. Et par conséquent, ça pourrait être un très bon investissement. Le souci, c'est que la théorie économique derrière BitTensor est potentiellement un peu foireuse. BitTensor pourrait bien être une révolution majeure, mais il a également des caractéristiques d'un Ponzi gigantesque dopé à l'IA et aux cryptos. Et c'est de ça dont on parle maintenant. Malgré tout l'engouement qu'il y a autour de BitTensor, je pense que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur promesse est incroyable. Créer un système d'incitation qui permettrait la création de projets décentralisés, plus ou moins open source, et on reviendra un peu plus tard sur pourquoi je dis plus ou moins, et qui serait plus efficace que les compagnies privées. En fait, il s'attaque à une problématique non résolue du champ de la recherche économique. Comment financer le développement d'applications open source de manière compétitive? La raison pour laquelle cette problématique est extrêmement compliquée, c'est que par définition, l'open source est exploitable par tout le monde. Et si c'est exploitable par tout le monde, c'est extrêmement difficile à monétiser. Ou en tout cas, ça se monétise beaucoup moins bien qu'une technologie qu'on développerait en interne, et à laquelle la concurrence n'aurait pas accès. Regardez par exemple l'IA open source de Facebook, Llama. Je ne sais pas si Facebook a trouvé un moyen de la monétiser, mais vous pouvez l'utiliser de manière complètement libre, sans aucune restriction. Alors que ChatGPT, vous pouvez certes l'utiliser gratuitement, mais en soi, OpenAI peut mettre les restrictions qu'elle veut, pour vous encourager à prendre la version payante. Il en résulte que ChatGPT génère énormément d'argent, alors que Llama probablement beaucoup moins. Et là, on est exactement sur une problématique d'incitation économique. Puisqu'un projet privé est beaucoup plus facile à monétiser qu'un projet open source, ça signifie que les efforts qui vont être mis dans les projets privés vont être beaucoup plus importants. C'est très simple, l'énergie que les gens vont mettre dans la création d'un projet est directement liée à l'espérance de gain qu'ils vont avoir par la suite. Donc un projet open source aura beaucoup de mal à mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, car l'espérance de gain derrière est assez faible. C'est pour ça, par exemple, qu'on protège la propriété intellectuelle avec des brevets. Si jamais il n'y avait pas de brevet et que chaque découverte était exploitable par tout le monde, les chercheurs n'auraient aucune incitation à trouver des choses, car leur découverte serait trop difficile à monétiser. Le système de brevet permet de protéger la propriété intellectuelle et de permettre aux chercheurs de monétiser leurs découvertes. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la raison pour laquelle le monde est dominé par des entreprises privées et pas par des projets open source, c'est parce que les incitations économiques rendent les projets privés naturellement beaucoup plus compétitifs. Donc, quand BitTensor vient proposer d'aligner les incitations économiques au service de la création d'intelligence décentralisée, et de faire de la compétition qui fasse le poids face aux entreprises privées, eh bien c'est une promesse qui fait vraiment rêver, qui est extrêmement ambitieuse et extrêmement difficile à tenir. Alors, est-ce que le modèle proposé par BitTensor peut vraiment tenir cette promesse? Très rapidement, ça fonctionne comment BitTensor? Et en quoi est-ce que c'est innovant? Sur BitTensor, il y a 32 subnets, et un subnet, c'est en gros un projet décentralisé qui a pour but de créer de l'intelligence. Chaque subnet a sa spécialité, car vous savez qu'une intelligence artificielle, c'est pas seulement quelque chose de globalement intelligent, chaque intelligence artificielle a été entraînée à faire une tâche bien spécifique. Traduction de texte, génération d'images, génération de texte. Les modèles d'intelligence artificielle, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, sont entraînés à faire une tâche bien spécifique. C'est pourquoi BitTensor a plusieurs subnets qui ont chacun leur spécialité. Et dans chaque subnet, il y a ce qu'on appelle des mineurs. Ce sont des agents qui vont travailler à améliorer les performances du réseau, à créer de l'intelligence. À côté de ça, on a un autre type d'agents qui s'appelle les validateurs, et qui sont là pour évaluer la qualité du travail des mineurs, pour évaluer l'intelligence créée par les mineurs. Ok, est-ce que jusque-là, vous me suivez? Il y a par-dessus ça un token, le token TAO, qui est émis petit à petit, et qui vient récompenser tout le monde pour leur travail. Exactement comme Bitcoin, où les émissions de nouveaux Bitcoins viennent récompenser les mineurs, et bien ici, les émissions viennent récompenser les mineurs et les validateurs. Et le dernier élément à comprendre, qui est au final l'innovation majeure de BitTensor, c'est un mécanisme de consensus décentralisé, qui permet de quantifier l'intelligence qui est créée par les subnets, les mineurs et les validateurs. Et ce, dans le but de distribuer les récompenses proportionnellement à l'intelligence, à la valeur qui a été créée.
Bon, en vrai, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce consensus, mais puisque c'est pas très compliqué et très intéressant, je vais vous l'expliquer rapidement. Pour répartir les tokens entre les différents mineurs d'un subnet, les validateurs vont noter chaque mineur. Dire quels mineurs ont d'après eux créé beaucoup d'intelligence, beaucoup de valeur, ou pas beaucoup d'intelligence. Les mineurs qui ont été les mieux notés par les validateurs vont recevoir une plus grande quantité de tokens. Et pour être sûr que les validateurs fassent bien leur travail de notation, ils sont rémunérés de leur côté en fonction de leur vote relativement au consensus. En gros, si vous êtes un validateur, plus vous notez les mineurs d'une manière similaire à la moyenne des autres validateurs, plus vous allez être récompensé. Donc les validateurs sont incités à bien faire leur travail et à noter les mineurs à leur juste valeur pour se rapprocher au maximum de la moyenne des votes. Parce qu'on considère que la moyenne des votes représente la majorité et que la majorité a correctement noté les mineurs. En théorie des jeux, on appelle ça un point de scaling, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous pouvez faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche plutôt très bien pour répartir de manière juste les richesses entre tous les mineurs et entre tous les validateurs, à condition que plus de 50% des validateurs soient honnêtes. Et là, vous vous demandez peut-être, ok, alors à l'intérieur d'un subnet, les tokens sont distribués aux mineurs et aux validateurs en fonction de la valeur qu'ils ont créée. Mais comment est-ce qu'on sait combien de tokens est attribué à chaque subnet? Bah oui, parce qu'on a 32 subnets. Alors quand des tokens sont créés, on doit définir combien de tokens va à chaque subnet. Et bien pour faire ça, on a un subnet 0, qui est une sorte de super subnet, qui va définir comment sont répartis les tokens entre les différents subnets. Ça marche exactement comme un subnet classique, il y a des validateurs qui vont noter l'intelligence créée par les différents subnets, et en fonction des notes, les différents subnets vont recevoir plus ou moins de tokens. Ok, j'espère que jusqu'ici on est bon. Au final, BitTensor, c'est simplement un token, le token TAO, qui est distribué entre différents subnets, puis entre différents mineurs et validateurs, de sorte à récompenser tout le monde proportionnellement à la valeur qu'il crée. Et tout ça de manière décentralisée. En fait, c'est ça la vraie innovation de BitTensor, c'est créer un processus décentralisé qui permette de quantifier une quantité d'intelligence créée. Et par-dessus ça, ils ont rajouté un token qui vient récompenser en fonction de l'intelligence créée. Et là, c'est magnifique. On a donc une compétition qui va se mettre en place entre tous les subnets, et au sein de chaque subnet, entre tous les validateurs et tous les mineurs, pour créer un maximum d'intelligence. On obtient un processus de création d'intelligence décentralisée ultra compétitif. La promesse de BitTensor est remplie. Alors oui, mais non, pas tout à fait. En fait, ça, c'est en partant du principe que le token TAO a de la valeur. Parce que les agents sont récompensés par du token TAO. Donc ils sont incités à créer de l'intelligence pour gagner un token qui a de la valeur. Mais si la valeur du token TAO est 0, alors il n'y aura plus personne pour venir créer de l'intelligence. Alors la question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce qui fait que le token TAO a de la valeur? Pourquoi les gens achètent du TAO? Pour la spéculation, oui, ça comme toutes les cryptos, mais ça ne nous intéresse pas lorsqu'on analyse la qualité d'un token. Donc, mis à part la spéculation, pourquoi les gens achètent du TAO? Il y a deux choses. Tout d'abord, ceux qui veulent devenir contributeurs du réseau doivent acheter et brûler une certaine quantité de TAO pour acheter une place en tant que mineur ou validateur potentiel. J'insiste sur le côté potentiel parce que ça ne suffit pas pour être un validateur actif. Pour réellement devenir un validateur, pour devenir un validateur actif du subnet, il faut aussi staker une certaine quantité de TAO. Il y a seulement 64 places par subnet pour être un validateur actif, et ce sont les 64 qui ont à la fois acheté leur ticket en brûlant du TAO et qui stake les plus grandes quantités possibles de tokens. Donc c'est ça les seules raisons d'acheter du TAO autre que spéculation. Devenir un mineur ou un validateur en brûlant une certaine quantité de TAO, et ensuite devenir un validateur actif en stakant une grande quantité de TAO. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi dépenser de l'argent pour devenir un contributeur du réseau? Eh bien tout simplement pour pouvoir capter une partie de l'émission de nouveaux TAO. Bah oui, parce que les agents qui deviennent des mineurs ou des validateurs ne font pas ça par simple plaisir, ils le font par intérêt économique pour recevoir des tokens. Et c'est donc là qu'il y a un point majeur. En l'état actuel des choses, la seule chose qui encourage les agents à acheter du TAO, c'est pour gagner le droit de capter l'inflation et donc de recevoir d'autres tokens. Mais alors, si le marché devenait beaucoup moins optimiste sur ce projet et que le TAO commençait à cracher, qu'est-ce qui encouragerait les gens à continuer à l'acheter? Eh bien, rien du tout. La demande pour le token TAO dépend directement et uniquement de l'anticipation que le prix du TAO va augmenter ou du moins ne va pas trop baisser. On est dans l'état actuel des choses exactement sur une mécanique similaire à une pyramide de Ponzi.
Et j'insiste sur le fait que c'est en l'état actuel, car on verra juste après comment ça pourrait changer. En fait, la prise de valeur du TAO ressemble dans l'absolu à la prise de valeur de Bitcoin ou d'un meme coin. C'est-à-dire que la valeur du TAO ne repose que sur la confiance que les gens ont en ce token, sur la valeur que les gens veulent bien lui donner. Il ne repose sur rien d'autre que l'acceptation du TAO comme quelque chose qui a de la valeur. Et j'en vois déjà venir certains qui me diront oui, mais c'est pareil pour toutes les cryptos et même tous les actifs, ils n'ont de valeur que parce que les investisseurs disent qu'ils ont de la valeur et sont prêts à payer pour en acheter. Alors oui, mais non. Prenons l'exemple de l'Ether. Pourquoi est-ce que les gens achètent de l'Ether? Eh bien c'est très simple, soit en tant que validateur pour pouvoir payer les frais de transaction et utiliser le réseau, soit en tant qu'investisseur pour pouvoir staker les Ethers, devenir validateur et venir capter une partie des frais de transaction. Donc détenir de l'Ether, c'est recevoir des cash flows, c'est comme recevoir des dividendes qui dépendraient du niveau d'utilisation du réseau. Donc non, l'Ether ne repose pas sur rien du tout. Il repose sur des cash flows concrets qui sont payés par des vrais gens, des vrais utilisateurs, et non pas par de l'inflation. Et n'importe quel token, s'il est designé correctement, devrait reposer sur ce genre de mécanique. Aucun token ne devrait parier sur le fait de devenir une réserve de valeur ou une monnaie d'échange largement acceptée. Donc en l'état actuel des choses, le TAO est, comme beaucoup de tokens, un token très Ponzi. Attention, je dis pas que BitTensor est un projet de merde, un scam ou quoi que ce soit. BitTensor a une vraie proposition de valeur et crée de l'intelligence grâce à ses subnets. Mais cette valeur n'est pas retranscrite correctement dans le token TAO. En l'état, la valeur du token TAO ne repose sur rien du tout. Ceci dit, il est possible que ça change et il y a des scénarios qui permettent de rester optimiste sur le futur de ce token. Bon, d'après moi, il y a 3 futurs possibles pour BitTensor. Le premier, c'est que la bulle explose et que le token plonge doucement, ou pas doucement, vers zéro. Si le marché perd confiance en le modèle de BitTensor, il n'y a pas grand chose qui empêcherait le prix de tomber toujours plus bas. Bon, j'aime pas trop ce scénario car le projet est en train de prendre une importance telle que s'il crachait, l'entièreté des cryptos en souffrirait beaucoup. Le deuxième scénario, c'est un futur où le TAO est accepté comme une sorte de réserve de valeur, comme Bitcoin ou comme les forks de Bitcoin qui n'ont de valeur que ce que le marché veut bien leur donner. Les bitcoins sont distribués aux mineurs pour sécuriser le réseau. Il est communément admis que les mineurs ont mérité cette impression monétaire, car ils ont contribué au réseau. C'est un peu sur ça que repose Bitcoin. Eh bien ici, les TAO sont émis et distribués en l'échange de création d'intelligence décentralisée. Et en soi, c'est plutôt beau comme modèle. Donc on pourrait très bien trouver cette crypto légitime en tant que réserve de valeur. D'ailleurs, le fait que la politique d'émission de TAO soit calquée exactement sur celle de Bitcoin signifie peut-être que c'était ça l'objectif initial du projet. Créer une crypto analogue à Bitcoin, mais qui ne serait pas basée sur le concept de brûler de l'énergie inutilement pour sécuriser le réseau, mais plutôt sur la création d'intelligence. Et en vrai, c'est plutôt cool, je pourrais adhérer à cette vision. Mais il y a 2 petits soucis dans ce scénario. Le premier, c'est que ça fait de TAO un concurrent direct de Bitcoin, et bon courage pour gagner cette compétition, car on va pas se cacher que Bitcoin est plutôt bien implanté. Et le deuxième, c'est que, à force de voir les émissions de TAO baisser, halving après halving, car je vous rappelle que c'est la même politique d'émission que Bitcoin, eh bien les récompenses des mineurs et des validateurs vont baisser petit à petit, et donc l'incitation à créer de l'intelligence va également diminuer. C'est donc un modèle d'incitation qui est voué à s'essouffler, et même s'il est très puissant à court terme, il risque d'être assez peu compétitif à long terme. Donc la promesse de mettre en place un modèle décentralisé qui soit compétitif relativement aux entreprises privées ne semble pas être tenue dans ce scénario. Mais bon, au moins c'est un scénario où le TAO ne tombe pas à zéro. Puis il y a un dernier scénario qui est d'après moi le scénario à privilégier, mais dont le succès n'est pas du tout garanti. Je vais vous poser la question suivante. Comment est-ce que la valeur du TAO pourrait reposer sur autre chose que rien du tout? Eh bien, en réalité, c'est assez simple. Tout comme la valeur du token Ether repose principalement sur les cash flows générés par l'utilisation du réseau, on pourrait imaginer que le token TAO repose sur des cash flows qui seraient générés par l'utilisation de l'intelligence créée par le réseau. Tous les subnets de BitTensor pourraient créer une intelligence monstrueuse. Cette intelligence pourrait être monétisée et la valeur générée pourrait être redistribuée aux mineurs et aux validateurs. La valeur du TAO serait alors soutenue par des cash flows concrets. Il faudrait brûler et staker des TAO pour participer au réseau et bénéficier des cash flows créés par la monétisation de l'intelligence. Eureka, c'est bien ça la solution. Mais c'est pas si simple que ça.
Il y a une question qui reste absolument essentielle dans ce scénario, et cette question c'est comment peut être monétisée l'intelligence créée par un subnet. Et la vraie question sous-jacente, c'est qui a accès à l'intelligence des subnets. Souvenez-vous quand je vous parlais de Llama, le chatbot open source qui est proposé par Facebook. Un modèle open source est très difficile, voire impossible à monétiser. En tout cas, on ne peut pas empêcher d'autres concurrents d'exploiter ce modèle. Donc déjà, si l'intelligence qui est créée par les subnets est open source, on est mal parti, car il va être extrêmement difficile de les monétiser. Bon, rassurons-nous, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas plus développé dans leur documentation, car il y a cette idée un petit peu flottante que l'intelligence qui est créée n'appartient à personne. Sous-entendu qu'elle est open source. En réalité, si elle appartient bien à quelqu'un, elle n'est pas open source, elle est juste décentralisée. Et donc, à qui appartient cette intelligence ? Eh bien, après moult conversations, j'ai pu finalement obtenir une réponse plutôt claire. L'intelligence d'un subnet est accessible à tous les validateurs actifs du réseau. Les validateurs actifs étant les 64 validateurs qui stakent le plus de TAO sur le subnet. Ce sont donc eux, et a priori eux seulement, qui sont capables d'exploiter l'intelligence créée par le subnet et donc de la monétiser, en créant des solutions par-dessus par exemple. Donc coup dur pour le côté open source, car l'intelligence appartient finalement à ceux qui détiennent le plus de TAO. Si vous pensiez que BitTensor produisait de l'intelligence open source, c'est raté. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour le token TAO, car on entrevoit un mécanisme intéressant qui va soutenir la valeur du token. Ce n'est pas vraiment ce qu'on observe pour l'instant, mais on peut imaginer que dans le futur, les validateurs du subnet puissent construire des solutions qui exploitent l'intelligence du réseau et qu'ils puissent monétiser ces solutions. On voit déjà des acteurs qui créent des solutions qui exploitent l'intelligence créée par certains subnets. Par exemple, Corcel, qui propose gratuitement un chatbot basé sur un subnet de BitTensor. Pour l'instant, c'est gratuit, mais on pourrait imaginer que des validateurs comme Corcel créent des solutions qui soient payantes et qu'ils arrivent à monétiser correctement cette intelligence. Et là, on trouve des boucles de valeur très intéressantes. Être validateur permettrait de créer des solutions et donc de monétiser l'intelligence qui est créée par le subnet. Donc des gens qui voudraient faire du business avec cette intelligence vont se battre pour devenir validateurs, en brûlant et en stakant des grandes quantités de TAO. Et là, on se retrouve avec une mécanique de prise de valeur pérenne du jeton TAO, basée sur des vrais cash flows. Au final, d'après moi, le bon fonctionnement futur de BitTensor, ainsi que la valeur du token TAO, dépendront largement de la capacité des validateurs à parvenir à monétiser de manière efficace l'intelligence créée par les subnets. Et ça, c'est assez difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, car on n'observe pas du tout encore cette dynamique. Bon, et encore un dernier point, je vais pas vraiment m'attarder sur les mécanismes de compétition qui se mettraient en place entre les différents validateurs. En réalité, même si ce modèle me semble à peu près viable pour l'avenir du projet et de son token, ça me semble pas forcément créer un modèle ultra compétitif relativement aux entreprises privées. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Bref, il y a des choses extrêmement intéressantes dans les mécanismes de BitTensor, mais ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Leur système est encore extrêmement loin d'être mature, il y a encore beaucoup d'éléments extrêmement flous, très peu documentés et surtout très peu débattus, alors qu'ils sont essentiels à la réussite de long terme du projet. En tout cas, c'est un projet très jeune et il n'y a pas de contenu aujourd'hui qui traite de ces problématiques. Il est possible que j'ai oublié de prendre en compte certains éléments qui viendraient challenger mon analyse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres éléments à ajouter à ma réflexion. Tout ça n'est que mon avis, en tout cas j'aime beaucoup la proposition de valeur et l'ambition du projet, mais je ne suis pas certain que leur mécanique économique soit pérenne et qu'ils soient capables d'obtenir le modèle ultra compétitif qu'ils promettent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez me soutenir, et moi je vous dis à très vite.